Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je vous dis, et sur Repère, je reçois pour vous toujours les repères. Aujourd'hui, je reçois pour vous un repère du droit. Il nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il est avocat près la cour la cour pénale de Kinshasa. Il est aussi avocat près la cour pénale internationale. Lui, c'est maître Jean-Marie Kabengela, qui nous fait honneur d'être avec nous sur Repère, aussi un repère du droit. Avec lui, nous allons devoir parler sur la procédure à suivre en matière d'exécution de peine de mort, de liberté et de dommages et intérêts. C'est autour de ce sujet que nous allons parler avec le maître Jean-Marie Kabengela, à qui je dis bonjour et bienvenue, maître. Merci beaucoup, bonjour Jules Millet, merci de votre invitation. Je souhaite donner mon point de vue en tant que scientifique, non pas comme avocat, mais parce que les questions qui intéressent actuellement le public sont des questions éminemment scientifiques. Dans le domaine du droit. Donc, comme juriste formé à une grande université de la place, je souhaite donner mes opinions comme scientifique. Très bien. Alors, maître, avant de pouvoir entrer dans notre émission proprement dite, j'aimerais ce que vous puissiez ne fût-ce que placer un mot par rapport à la situation qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Nous encourageons nos forces armées qui sont sur terrain en train de se battre pour anéantir les forces ennemies avec leur soutien, le Rwanda. Et donc, c'est tout ce que l'on peut dire et nous saluons les actes qu'ils ont déjà posés sur terrain, les actes de bravoure pour que Saké ne soit pas entre les mains de rebelles, ne soit pas sous le contrôle de M23. Alors, il y a une question qui se pose dans l'opinion. Certains s'insurgent ou bien voudraient beaucoup plus de clarté. Sommes-nous en guerre ou bien nous sommes agressés? Nous sommes en guerre où? Sommes-nous en guerre ou bien nous sommes agressés? Nous sommes agressés et le crime d'agression est à charge de la République rwandaise qui devra tôt ou tard en répondre. Donc le crime d'agression est un des crimes relevant de la compétence universelle des États et notamment à titre subsidiaire de la compétence de la Cour pénale internationale. Très bien. Alors, maître, ouvrons alors cette émission par cette question, parce que nous sommes en train de parler de la procédure en matière d'exécution. Alors, la question est de savoir pourquoi, maître, pourquoi soutenez-vous la non-exécutabilité de la peine de mort? Je soutiens, ensemble avec tous les scientifiques, la non-exécution de la peine de mort parce que notre norme suprême, la Constitution, a inscrit à l'article 61 la non-applicabilité ou le non-prononcé de la peine de mort. Lorsque le Constituant, à ce niveau des articles, dit qu'en aucune circonstance, il ne pourra être dérogé au droit à la vie. Il faut que les gens sachent que l'écriture de cette disposition constitutionnelle est la suite des engagements internationaux souscrits par la République démocratique du Congo. Sachez très bien que c'est par la ratification du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale que cette juridiction internationale était entrée en vigueur. Et lorsque vous voyez la nomenclature de peines applicables devant la Cour pénale internationale, la peine de mort n'y est plus ou n'y est pas. C'est ainsi que la Constitution actuellement en vigueur, qui a été adoptée par référendum en 2006, donc plusieurs années après l'entrée en vigueur du statut de Rome, cette Constitution, le constituant congolais, s'est conformé à ces engagements internationaux en proscrivant le prononcé et l'application de la peine de mort, considérant cette peine dans son exécution comme étant une peine cruelle. Si vous voyez bien comment on exécute les condamnés à mort, c'est cruel. Non seulement cela, en
la condamnation à mort, on atteint indirectement, de manière collatérale, les membres de famille. Et même l'État congolais paye le tribut dans l'exécution de la peine de mort. Raison pour laquelle, sur le plan international, il y a deux systèmes. Il y a les abolitionnistes, au rang desquels je me trouve, et il y a ceux qui aiment maintenir la peine de mort. Mais nous, les abolitionnistes, nous prenons en considération les possibles erreurs judiciaires. Vous en avez pour cas lors de la cour d'ordre militaire. Il y a quelques groupes d'individus un groupe qui a été condamné. Lors de l'exécution, un jeune homme s'est levé, s'adressant à feu colonel Alamba. Mon colonel, je suis innocent. Juste, c'était son dernier mot. Ce jeune homme a été exécuté. Curieusement, quelques jours après, le vrai coupable avait réapparu. Comment peut-on réparer cette erreur d'avoir exécuté un innocent, considérant que dans l'œuvre humaine, il y a toujours une faiblesse, il y a toujours des erreurs? Les abolitionnistes pensent qu'il faut substituer à la peine de mort la peine à perpétuité. Donc la servitude pénale à perpétuité plutôt que la peine de mort. En quelque sorte, si on veut bien comprendre, on dirait que la peine de mort en RDC, bien décrétée en RDC, est-elle en désaccord ou bien en violation aux lois et ainsi qu'à la Constitution? Oui, si le juge continue à prononcer, c'est-à-dire qu'il ne considère pas la supériorité de la Constitution par rapport aux lois ordinaires ou aux lois organiques. La norme suprême, c'est la Constitution. Et toute loi qui ne se conforme pas à la Constitution ne doit pas être appliquée. Non seulement ça, nos juges doivent prendre en considération les engagements internationaux souscrits par la République démocratique du Congo. Cela faisant bloc, il y a lieu de considérer. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait des lois expresses qui disent que la peine de mort serait abolie. Mais nous, en prenant la dimension constitutionnelle de l'abolition de la peine de mort, nous disons qu'il n'y a plus lieu dans notre pays d'appliquer la peine de mort. Nous sommes en 2003. Cette peine de mort qui était appliquée, parce que c'était même avant que nous ayons la première constitution de 2006, c'était appliqué sous quelle loi ou bien sous quelle constitution? Non, il faut commencer par les constitutions couvertes par les lois fondamentales de 1960. Or, le code pénal que nous appliquons aujourd'hui date de 1940, bien avant les lois fondamentales de 1960. Donc, ce sont des lois que nous avons héritées d'abord du pouvoir colonial et aujourd'hui que l'État congolais, la RDC, veut assumer pleinement sa souveraineté, notamment en termes de diction ou de rédaction de lois. La première loi actuellement qui est l'œuvre de Congolais, c'est la Constitution actuellement en vigueur. Or, tout texte législatif antérieur à la Constitution qui ne se conforme plus à la norme suprême actuellement en vigueur est censé avoir été abrogé tacitement. Donc, les spécialistes comprennent mon vocable. Donc, toutes les lois antérieures, et même celles qui seront postérieures à la Constitution, qui pourront encore ressusciter des dispositions contraires à l'article 61 de la Constitution, ces textes-là sont censés avoir été tacitement abrogés. Les lois ont été tacitement abrogées par la loi. Alors, dernièrement, nous avons assisté à la condamnation, parce que à la condamnation de Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale, la CENI, pour trahison à la nation. Alors, cette condamnation respecte-t-elle les lois du pays, oui ou non? D'emblée, je vous dis, pour qu'on mette en place le mécanisme procédural de poursuite contre la bande à Corneille Nangaa, je suis le premier à avoir animé une émission avec votre confrère Ambroise Mamba, où j'ai démontré que le mécanisme juridique actuellement en vigueur dans notre pays permettait à ce que même ceux qui agressent notre pays très loin, on peut les atteindre par des actes de procédure.
Et s'il ne se présentait pas, n'est-ce pas, on peut le condamner par défaut. J'ai cité le cas des éléments de M23, le cas des éléments des AFC. J'avais même cité le cas, et je continue à citer le cas de Paul Kagame. Paul Kagame, en tant que président de la République rwandaise, est justiciable devant notre justice. On sait que les crimes dont il se rend coupable dans notre pays relèvent de la compétence universelle des États. Oh, Paul Kagame est justiciable. Est justiciable ici, pourquoi? Parce qu'il trouble l'ordre public interne congolais par le crime d'agression. En tant que tel, il faut qu'on retienne, parce que j'ai entendu des gens vouloir reprocher à la Cour pénale internationale de n'avoir pas mis en place, en mouvement, le mécanisme d'atteindre Paul Kagame pour le juger. Mais il faut qu'on retienne que la compétence de la Cour pénale internationale n'est que subsidiaire. La première instance compétente, ce sont des juridictions internes. Notre justice devrait mettre en branle les mécanismes de poursuite à charge de Paul Kagame. Et l'on me pose la question, comment? Il dit, les actes de poursuite peuvent parvenir à Paul Kagame par voie diplomatique, l'invitant à venir répondre devant les instances judiciaires internes congolaises. S'il ne vient pas, on fera comme on a fait pour Corneille Nangaa et consorts. Une fois condamné, il faut maintenant envoyer les mandats d'arrêt internationaux à travers les États qui sont en coopération judiciaire avec la République démocratique du Congo. Donc c'est facile. Donc retenez que même pour enclencher cette procédure, à la tête, vous pouvez vérifier, je suis le premier à avoir annoncé que cela est possible et le mécanisme ont été mis en place, mais je ne m'attendais pas à la condamnation à mort parce que, en tant qu'abolitionniste, je m'attendais à ce que ces personnes-là soient condamnées à la peine d'emprisonnement à vie. Et pas, non pas la peine de mort. Pas la peine de mort. Alors, ouvrons une parenthèse, maître. Qu'en est-il si par exemple, cette personne-là est hors le territoire national? Il y a des mécanismes procéduraux, n'est-ce pas, pour atteindre ces personnes-là. Tout est prévu dans la loi. Je suis même heureux de constater que, à travers mes dires, certains officiels prennent. Aujourd'hui, j'entends parler qu'on peut maintenant envoyer des mandats d'arrêt internationaux à travers le monde pour appréhender Corneille Nangaa. Mais c'est tout ce que j'ai demandé. Il faut que tout se passe comme la loi le veut. Parce que nous sommes dans un état de droit où tout le monde est censé se soumettre à la loi et soumettre ses agissements à la loi. Si l'on ne connaît pas la loi, on s'est fait informer, on s'est fait conseiller, parce que pour l'état de droit, je fais une incursion dans le monde de politique, il y a un monsieur, pour le combat d'instauration de l'état de droit, est allé sous la terre avec des cicatrices sur le corps. Je parle de Etienne Tshisekedi Mulumba, qui, toute sa vie politique, a mené le combat pour l'instauration de l'état de droit. Et nous y sommes avec l'office. Donc aujourd'hui, étant un état de droit, nous ne pouvons pas soutenir que les agissements des gouvernants soient dans l'arbitraire, selon les humeurs, mais que tout soit fait conformément à la loi. À vous entendre parler, même si je comprends bien, ça veut dire que les RDC ne fait pas partie des pays ou bien qui ont fait le traité, qui font partie des traités internationaux sur la peine de mort. Je vous dis que la RDC a souscrit d'abord pour l'instauration de la Cour pénale internationale et la RDC, soucieuse de se conformer à ses engagements internationaux, a inscrit dans sa constitution l'article 61 qui porte pour les savants l'abolition de la peine de mort. Parce que pour ceux qui sont dans la lettre, ils voudraient que l'article 61 soit écrit « est aboli ». Mais lorsque le constituant dit
quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre, même dans la zone opérationnelle, même en temps de siège, la justice ne peut pas déroger au droit à la vie, au droit au recours. Il n'y a aucune disposition. Le sachant, pour ne pas dire le savant, qui lisent l'article 61 de la Constitution, savent que l'esprit, la ratio legis de cette disposition, c'est l'abolition notamment de la peine de mort et des travaux forcés. Que dire par rapport à la décision qu'a pris le ministre de la Justice par rapport à cette peine de mort? Est-il en violation de loi ainsi que de la Constitution? Le ministre n'a pas pris de décision de condamnation à mort. C'est la justice militaire. Premièrement, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, au premier degré, au second degré, c'était la haute cour militaire qui a prononcé ces peines de condamnation à mort. Mais aujourd'hui, nous attendons, parce que l'affaire est déjà portée devant la Cour de cassation depuis le 7 janvier courant. On verra comment le juge de cassation va se comporter. On sait que il revient de l'article 149, si je ne m'abuse, ou 150, que le juge de la Constitution, que le juge n'est soumis dans l'exercice de sa fonction qu'à l'autorité de la loi. Entendez par vocable loi, la loi prise au sens général, notamment la Constitution comme norme suprême. Alors, maintenant, le juge de cassation qui va se trouver devant une condamnation qui applique une peine censée, réputée, être abolie par l'article 61 de la Constitution. Quelle serait l'attitude du juge de la cassation? Donc, depuis le premier juge jusqu'à l'épuisement des voies de recours en cassation, la peine de mort prononcée n'est que provisoire et n'est pas devenue définitive pour s'entendre, voire être exécutée. En quelque sorte, on dirait qu'elle est partielle. Non, non, Même elle ne pas peut partielle. pas être exécutée. Elle est provisoire. Parce que l'article 47, alinéa 1er, de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation dit que le délai et l'exercice de pourvoi en cassation en matière pénale sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties. À l'égard de toutes les parties. Cela s'entend que même les parties qui ne se sont pas pourvues en cassation, on ne peut pas exécuter la décision contre elles en pensant que ces parties-là auraient acquiescé à la décision de condamnation. C'est ça l'intelligence du juriste. C'est ça l'intelligence de la loi, l'esprit de loi enseigné par Montesquieu. Maître, si par exemple, tel que la RDC le veut, appliquer la loi sur la peine de mort, que faudrait-il faire? Faudrait-il, comme il y a un débat qui fait jaser depuis un certain temps sur la toile, sur le changement ou encore la révision de la Constitution, faudrait-il changer de loi du pays pour prendre en compte la peine de mort, pour qu'elle soit appliquée? Je l'avais déjà dit, que la peine de mort ne sera jamais exécutée dans notre pays et elle ne sera jamais exécutée sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Et vous avez suivi le président de la République. Devant les diplomates, il a repris la même pensée. J'ai l'avantage de scruter le comportement du premier d'entre nous, qui est un homme de paix, qui est légaliste. Parce que nous n'oublions pas que l'actuel régime est le résultat de l'effort pour l'instauration de l'état de droit, de la soumission de tout le monde à la loi. Donc on n'exécutera jamais, parce que la RDC
s'était déjà engagé depuis 2002 sur le plan de formalisation des lois pour les conformer à la Constitution en décrétant le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ce moratoire n'avait pas pour but ou pour finalité d'amener les délinquants à changer de comportement pour ne plus tomber dans les infractions punissables de la peine de mort. Ce moratoire, c'était un terme, un temps que la République démocratique du Congo s'était donné pour pouvoir conformer ses instruments juridiques internes aux engagements internationaux. Et c'était une surprise d'apprendre qu'avant sa sortie de fonction, Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux avait pris un arrêté portant levée du moratoire. Il n'y aura pas de levée de moratoire, croyez-moi, j'avais dit en son temps que cet arrêté-là est réputé être une lettre morte. Donc, le moratoire va persister parce que dans la réforme législative, même dans la révision, nous devons élaborer des lois pour remplacer la peine de mort par des peines privatives de liberté, et la plupart même des peines privatives de liberté qui coûtent cher à la République démocratique du Congo parce que vous mettez des gens en prison, ils ne travaillent pas, mais l'État est tenu de les nourrir. Il faut la plupart des peines, que ce soit des peines auxquelles les personnes seront soumises pendant un temps pour exécuter les travaux d'intérêt public. En ce moment-là, ces personnes condamnées ne seront pas totalement à charge du trésor public. Elles vont produire non seulement pour elles-mêmes, mais elles vont également produire pour la République. Prenez le stade des martyrs, palais du peuple. Ça a été construit par les condamnés chinois. Vous voyez quel bijou. Oh, ils ont été... Bien sûr. Alors, vous pouvez chinois. Maintenant, si on fait cette réforme législative en termes de peines applicables, vous verrez qu'on va avancer. Ça ne sert à rien de rester donc, dans une étape atavique. Dans une étape atavique de l'humanité. Vous avez parlé du président de la République ici pendant avec la rencontre avec les diplomates. Il s'est prononcé par rapport à la peine de mort que ça n'a jamais été appliqué. Ça ne sera pas appliqué, il n'y a pas de mécanisme en place pour l'appliquer. Ça veut dire quoi? Le président de la République contredit son ministre parce que le ministre a dit que ceux qui sont arrêtés et tous ces délinquants-là, les Koulouna, les Cheikh, ainsi de suite, les Koulouna, voulais-je dire plutôt, qui seront arrêtés et puis voilà. Le président de la République ne contredit pas son ministre. Appliqué. Le président de la République nous montre la voie à suivre conformément à la Constitution et aux lois de la République. C'est éventuellement le ministre qui le contredit parce qu'on ne peut contredire qu'une autorité supérieure. Comment une autorité supérieure peut contredire l'inférieur? Donc, ce qui est constant comme principe, c'est l'entendement. Quand le président de la République, de la Constitution, de loi de la République et de la vocation de la République démocratique du Congo, un état de droit. Retenez, quand le président de la République dit qu'il faut passer par la révision, il donne à titre illustratif l'écriture de l'article 217. Certaines personnes, sans faire des études, sans faire des recherches, l'on a pensé que le président de la République avait mal interprété cette disposition constitutionnelle. Mais je suis heureux de vous dire que le président de la République avait vu clair parce que l'engagement de la République démocratique du Congo contenu dans cette disposition constitutionnelle tendant à faire l'abandon partiel des souverainetés pour favoriser, promouvoir l'unité africaine, cet engagement ne se trouve dans la plupart des constituants n'ont pas cette disposition. Et quand vous lisez la charte de l'Union africaine, il n'y a pas obligation que les États membres puissent souscrire à cet engagement. Raison pour laquelle, en vue de protéger l'intégrité du territoire national, nous devons reformuler cette disposition et tant d'autres pour que les velléités
de balkanisation ne trouve pas de porte d'entrée. Si le président ne contredit pas son ministre, ça veut dire que c'est le ministre qui contredit le président de la République. Vous avez Mais dans une sortie médiatique récente, le ministre a encore réitéré et il a dit que la peine de mort doit être appliquée. D'ailleurs, au jour passé, il avait dit qu'il allait prolonger et élargir plutôt la peine de mort jusqu'aux voleurs de l'État, ceux qui volent les deniers publics, si c'est ceux qui détournent les deniers publics. Il faudra appliquer aussi la peine de mort à toutes ces personnes-là. Et Vous voulez ma réponse? Oui. En deuxième graduat, lorsqu'on apprenait le droit pénal général, les professeurs avaient insisté sur le principe sacro-saint du droit pénal, celui de la légalité des délits et des peines. Une peine ne peut être établie que par la loi. Ce n'est pas par un ministre, ce n'est pas par un acte réglementaire, ce n'est même pas par une ordonnance du président de la République, c'est la loi. Or, actuellement, la loi qui existe punit les détournements de la peine des travaux forcés. Comment? Sauf si le ministre lui-même devient la loi, c'est alors qu'il pourrait changer le principe de la légalité des délits et des peines. Ce qui ne semble pas être enseigné dans le cours de droit pénal général. Non, en quelque sorte, le ministre fait des choses de manière... Eh bien, c'est du populisme ou bien il est en train de vouloir marcher sur les lois. Prêtez-lui le mot. Moi, je suis là pour exposer le savoir juridique aux téléspectateurs. Maître, avant d'évoluer, j'aimerais est-ce que vous puissiez un peu nous éclaircir parce que ça dérange un tout petit peu. Nous avions assisté dernièrement à un procès d'un jeune homme au niveau de l'Emba qui a été amputé de sa main par un malfrat, un Kuluna d'une certaine façon. Ces jeunes qui sèment la terreur dans la ville ou bien sur l'étendue du territoire, par rapport à ça, que faudrait-il faire? Parce que vous dites que la loi, la Constitution ne prévoit pas la peine de mort. Comment faire pour arriver à décourager ces gens-là? Parce qu'au Japon, vous êtes quelqu'un qui voyage, qui va dans plusieurs pays. Vous savez au moins qu'au Japon, quand vous volez même un centime, on vous met à mort, on vous abat. Et à combien plus forte raison pour celui qui abat, qui met en péril la vie de quelqu'un? Mais nous avons des lois différentes des lois du Japon. C'est un peu ça, nous avons des lois particulières qui répondent à notre vécu sociétal. Mais alors, il faut savoir, parce que j'entends, on parle beaucoup de Kuluna. Le terme Kuluna n'est pas connu du droit pénal. L'expression Kuluna, c'est une expression sociologique qui renferme une certaine réalité. En France, on parle du banditisme urbain. Et chaque ville, Los Angeles, partout, aller à Marseille, c'est le berceau du banditisme urbain. Comment la France fait face au banditisme urbain? Comment nous pouvons faire face? C'est ça. Il faut concevoir la politique de la justice criminelle dans notre pays. Ça fait défaut. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut un penseur pour penser et proposer des réformes législatives pour prendre en charge le phénomène criminel dans toutes ses dimensions. Connaître les causes profondes de la criminalité. Parce que si on ne connaît pas les causes profondes de la criminalité, on va tomber à côté dans le populisme. On risque d'amener le discrédit sur le régime en place, ce que nous ne souhaitons pas. En fait, le ministère de la Justice, le ministère de la conception, des grandes philosophies. Au ministère de la Justice, on doit trouver les sociologues, les psychologues, les anthropologues, le philosophe, pour que le médecin, parce que des fois on pense que le ministère de la Justice, ce sont les juristes. J'ai dit non. Je dis non. On doit trouver toutes les spécialités, notamment lorsque vous prenez la dimension criminelle. Quelles sont les causes réelles de la criminalité? Il y aura des causes endogènes, il y aura des causes exogènes.
n'est-ce pas? Toutes les criminalités ne doivent pas être traitées de la même manière. Parce qu'il y a des criminalités d'emprunt. Ça, il faut amener également les criminologues. Moi, j'ai fait la criminologie clinique. J'ai fait la psychologie judiciaire. N'est-ce pas? Il faut amener pour qu'on puisse d'abord toucher la substance de la criminalité. N'est-ce pas? La criminologie clinique, c'est cette science qui étudie le criminel en étant au chevet, comme on dit, clinique, médicale. Donc, c'est l'étude du malade en étant à son cheveu. Donc, il faut repenser aux lois, la politique criminelle. Si vous prenez, par exemple, pourquoi taux de criminalité élevé à Kinshasa? Première cause, on ne maîtrise pas l'exode rural. Vous savez que les gens qui viennent de province, chacun amène sa dangerosité, son taux de criminalité à Kinshasa. Et ensemble, ça devient gênant. C'est pourquoi du temps du régime de Mobutu, tu ne pouvais pas quitter, notamment chez nous, dans toutes les provinces, venir à Kinshasa sans indiquer où tu allais, qu'est-ce que tu allais faire à Kinshasa notamment. Beaucoup de gens ont été empêchés à venir à Kinshasa parce que les raisons pour lesquelles ces gens-là voulaient se rendre à Kinshasa n'étaient pas plausibles. Aujourd'hui, chacun peut venir quand il veut et il y aura maintenant la densité où le taux de la criminalité va croître du fait de l'exode rural. Est-ce que ce n'est pas le chômage? Le chômage. Ça fait, parce que quand quelqu'un n'est pas là, il va d'abord commencer par la criminalité d'occasion. Criminalité d'occasion, à un jour, au fur et à mesure de poser des criminalités d'occasion, ça deviendra une criminalité d'habitude. Tout ça, ce sont des notions de criminologie. Il faut penser. L'anthropologie culturelle, l'anthropologie criminelle, on doit maîtriser. Ce sont des notions. Donc, je conseille que l'on ne puisse pas penser que le ministère de la Justice, c'est aux juristes seuls. Non. Le droit, c'est tout ça. Ensemble. Il faut penser à tout ça. À tout ça. Très bien. Alors, maître, évoluons parce que on parle de la condamnation de Corneille Nangaa, mais il y a eu une décision, parce que dernièrement, le ministre a fait savoir à l'opinion que le ministère, qu'il allait être mis en vente tous les biens de Corneille Nangaa pour ce 30 janvier. Alors, la procédure de mettre en vente, comme Corneille Nangaa a été condamné à mort, il a été jugé, la procédure est bonne ou bien elle est biaisée? Je ne souhaite pas aborder cette question-là comme si j'étais l'avocat de Nangaa. Mais je vais me ressourcer sur le comportement de nos militaires au front. Le militaire au front, lorsque l'adversaire, l'ennemi se rend, il y a les lois, les conventions internationales qui protègent les prisonniers de guerre. Vous devez les traiter avec humanité. Donc vous devez les traiter comme le veulent les conventions internationales régissant le droit de la guerre. En ce qui concerne la procédure de vente de biens saisis ou confisqués d'un condamné, la première des questions qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que la décision de condamnation est-elle devenue définitive? Comment une décision, prenons en matière pénale, comment une décision en matière pénale devient définitive? C'est lorsque, si l'on est condamné par défaut, l'individu a été notifié en personne. Absolument. Je dis bien en personne. Mais pour le cas de décision. Corneille... Je ne vais pas... Je vous donne maintenant les règles, impersonnelles. Très bien. De manière impersonnelle. Très bien. Donc, on doit notifier cette décision-là à personne. Et aviser la personne qu'elle a le droit de faire recours en ce qui concerne les juridictions militaires. Absolument. Si
c'est condamné de façon contradictoire. Il faut qu'on lui notifie la décision ou que la décision soit prononcée en sa présence. Il a le temps, pour les juridictions militaires, c'est 5 jours pour faire appel. Après l'appel, comme c'est le cas maintenant, la haute cour militaire s'est prononcée en appel, il faut attendre 40 jours. 40 jours, c'est le délai donné aux condamnés de pouvoir faire la déclaration de pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Lorsque, après ce délai, la décision ne devient pas automatiquement exécutoire parce qu'il faut encore attendre le 3 mois qui doit s'ajouter à 40 jours pour voir si, entre-temps, au-delà ou indépendamment du défaut de la déclaration de pourvoi en cassation, s'il n'y a pas une requête en pourvoi en cassation. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a déclaration de pourvoi en cassation, la personne qui se pourvoit en cassation a 3 mois à dater du jour de la déclaration de déclaration en pourvoi en cassation pour faire ce qu'on appelle la requête confirmative de pourvoi en cassation. Pendant ce temps, juridiquement, procéduralement, selon la volonté du législateur, la décision qui donne le voie de recours et le recours reste ouvert ne peut pas être taxé en matière pénale comme étant définitive ou exécutoire. Pour le faire, il faut qu'on soit muni, pour ceux qui ont été condamnés de manière contradictoire au premier degré, du certificat de non-appel. Et si, au niveau d'appel, ils ont été condamnés contradictoirement, pour prouver qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, il faut se munir du certificat de non-pourvoi en cassation. Si on n'a pas cette pièce, cet acte appelé certificat de non-pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être qualifiée de définitive. Ainsi, on ne peut exécuter ni l'aspect pénal, ni l'aspect civil. Okay. Notons que dans notre pays, même les arrêts de la Cour de cassation sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle elle-même a déjà ouvert une brèche en censurant, pour violation de la Constitution, les arrêts non seulement du Conseil d'État, mais également la Cour constitutionnelle a déjà censuré pour violation de la Constitution quelques jugements du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Et pensons maintenant que la Cour de cassation, parce que pour ceux qui ont fait leur déclaration de pouvoir, les 7, ils ont jusqu'au 8 avril de cette année pour déposer leur requête confirmative de pourvoi en cassation. Avant ce délai-là, on ne peut pas penser que la décision de la haute cour militaire est devenue définitive. Donc on ne peut pas exécuter. Même le bien confisqué ne relève pas de la compétence du ministère de la Justice. Il y a une commission qui a été instituée par l'ordonnance loi de 1979 qui institue une commission de gestion de biens confisqués et saisis. Cette commission est constituée sous la présidence du ministre de la Justice et du procureur général près la Cour de cassation. Ce n'est ni le procureur général, ni le ministre de la Justice qui gère le bien confisqué ou saisi. C'est cette commission-là qui gère les biens confisqués. Qui gère et qui peut amener la procédure jusqu'à la réalisation. Disons, en matière immobilière, l'article 227 dit que le certificat d'enregistrement fait pleine foi de son contenu, des mentions qu'il contient. On ne peut pas considérer les matières immobilières comme si c'était des chaises
Mais lorsque le certificat d'enregistrement vous dit que tel bien appartient à telle personne, vous ne pouvez pas dire que le bien là appartient à l'État. Les immeubles qui appartiennent à l'État sont assis, inscrits dans des certificats d'enregistrement qui renseignent que l'État en est le concessionnaire. Le bien du privé, tant qu'il n'y a pas d'écriture contraire du conservateur des titres immobiliers, on ne peut pas considérer un immeuble appartenant au tout, même faisant objet de confiscation, parce que même avant de confisquer, en amont, le juge pénal aurait dû requérir le conservateur de titres immobiliers pour se renseigner que le bien qui sont visés par la confiscation, les biens immobiliers, sont au nom de la personne qui sera condamnée. Vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. Rappelez-vous, dans l'affaire Kamere, les biens de sa femme, de sa fille, de son beau-frère avaient fait l'objet de saisie. Okay. Je suis l'avocat qui avait fait appel pour démontrer que le bien qui ont été saisis dans l'affaire Kamere, affaire dite de 100 jours, n'appartenait pas à la personne condamnée. In fine, j'avais eu raison, parce qu'on ne pouvait pas. On a dit le droit. On a dit le droit. Donc, il en est de même. Vous savez, le droit est beau lorsqu'on en maîtrise les méandres, la procédure. Et là, je viens d'exposer à l'intention des téléspectateurs et même des apprenants en droit, c'est presque tout le cours de procédure pénale, vers la fin. La procédure de cassation, procédure d'appel, procédure d'opposition, procédure de pourvoi en cassation, procédure de confirmation de pourvoi en cassation, parce que c'est une procédure complexe qui a plusieurs étapes. Je viens de tout exposer. C'est à vous maintenant de savoir si ce qui est envisagé d'être fait l'est conformément aux lois de la République. Notre combat de tout le temps, parce que venir d'où nous venons, avec tout ce qu'on a subi comme injustice sous le régime passé, pour arriver à l'état de droit, nous ne pouvons jamais accepter que quiconque vienne troubler l'eau là où nous voulons mettre la règle de droit, pour qu'enfin qu'on puisse dire que la République démocratique du Congo est un état de droit. Eu égard à ce que vous venez d'exposer, de dire, vous avez dit le droit. Par rapport à tout ça, est-ce que les familles, ou bien, c'est-à-dire les condamnés, bien le condamné, ont-ils le droit de vouloir réclamer ou encore réclamer de dommages et intérêts? Comme vous venez de l'exposer là, il y a eu, moi je dirais qu'il y a vice de procédure. En principe, les victimes ont droit d'être dédommagées. J'ai déjà indiqué une voie. Vous savez, quand on amène ce qu'on appelle le Kuluna en justice, il est de bon droit que toutes les victimes des faits de Kuluna se constituent partie civile. Contre non seulement le Kuluna, mais également contre l'État congolais qui n'a pas pu protéger les victimes contre les méfaits de Kuluna. Et cette condamnation-là sera une condamnation in solidum. Ça veut dire, comme les Kuluna n'ont pas de moyens de dédommager les victimes, l'État congolais sera tenu de réparer. Quelle est la base de la responsabilité en réparation de l'État congolais? C'est parce que l'État n'a pas bien organisé, n'aurait pas bien organisé ses services de l'ordre, la police qui a pour mission légale de protéger des personnes et leurs biens. Et sur cette base légale, la défaillance, pourquoi nous n'avons pas été protégés? Pourquoi nous n'avons pas été protégés? J'étais une fois en France pour concourir à une instance pareille et nous avons plaidé pour la condamnation de l'État français qui n'avait pas pu protéger l'administré. Est-ce que vous êtes au courant que quand vous roulez avec votre véhicule,
et que les rotules sautent, vous pouvez intenter une action contre la République dès lors que vous payez vos différentes taxes liées au bâtiment. Lorsque l'État n'entretient pas bien ses routes, il y a la responsabilité de l'État du fait de ses bâtiments, du fait des choses. Absolument. Comprenez? Et ça, je ne passerai pas dans les réseaux sociaux pour le dire. Mais ici, vous me donnez l'occasion de préciser ces notions-là. Donc, il faut enseigner le droit au peuple. Le mieux payant actuellement, ce n'est pas le Koulouna. Le mieux payant, c'est la République qui doit être condamnée pour la défaillance de ses services de l'ordre qui n'ont pas pu protéger la population et leurs biens. Nous allons chuter par là, maître. Maintenant que les biens de ce dernier doivent être mis en vente d'une certaine façon, s'il arrivait par exemple, parce que j'étais quelque part, j'ai entendu les personnes en train de murmurer pour dire, bon, si on arrivait à acheter une des villas, qu'adviendra-t-il plus tard que le régime soit passé et comment ça va se faire? Expliquez-nous un peu comment ça se fera. Je ne suis pas l'avocat de ceux dont les biens sont saisis. J'expose la règle de droit. Évidemment. Il est un principe en droit que celui qui achète mal perd l'argent ou va acheter 2 fois. Je ne suis pas là pour flatter le président de la République, il me connaît. Il y en a qui peuvent penser pour l'impressionner, moi je ne l'impressionne pas, il me connaît. Et donc j'ai exposé la règle de droit. La vocation de notre pays, son serment constitutionnel, c'est de faire respecter la Constitution et loi de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est en son nom que sont exécutés les jugements, ordonnances et arrêts de cours et tribunaux. Est-ce que, conforme à son serment de protéger la Constitution et les lois de la République, lorsque une décision de justice est rendue en violation de la Constitution et des lois de la République, pour que cette décision qui est en conflit avec la Constitution et les lois de la République soit exécutée en son nom, est-ce que cette exécution ne mettrait pas le président de la République en difficulté avec son serment constitutionnel? Là, ça ne court pas le rue. Ça ne se trouve pas dans tout le marché. Voilà. Maître, nous avons, je crois que, une dernière question, maître, vous parlez de l'état de droit. Vous prenez tellement l'état de droit. Est-ce que nous sommes l'RDC et l'état de droit est déjà effectif en RDC ou bien? Oui, parce qu'il y a l'état de droit parce que quiconque se trouve victime d'un acte quelconque peut recourir à la justice. Nous ne sommes plus dans la loi de la jungle, de la loi du plus fort, comme on entend qu'on prend l'exemple sur la Russie, qu'on va tuer comme en Ukraine. La République démocratique du Congo, incarnée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas avoir pour modèle la délinquance politique qui consiste à tuer les gens ou à les arrêter arbitrairement. Vous comprenez? Vous pouvez venir dans une famille, vous venez de la famille de l'oncle, mais quand vous venez dans notre famille, il faut savoir comment notre père nous a éduqués. Nous, l'UDPS et ses alliés, on n'est pas des sanguinaires. On ne versera jamais le sang des innocents. Celui qui verse le sang innocent sera traduit devant la justice, il sera jugé, éventuellement condamné pour qu'il réponde de ses actes. Merci beaucoup, maître Jean-Marie Kabengana, d'avoir répondu à nos questions. Vous m'avez fait plutôt de venir pour la première fois dans votre émission Le Repère. Merci beaucoup de cet honneur de répondre à notre invitation. Ça nous va droit au cœur. Merci. Je parie que c'est la première, mais pas la dernière fois. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. C'était une émission riche parce que nous avions parlé droit et le maître s'est expliqué sur plusieurs questions qui dérangent beaucoup des Congolais. Alors,
trouver des réponses sur cette émission. Si vous nous suivez à la télé ou encore vous nous avez pris à court terme, allez revoir cette émission sur la chaîne YouTube de Congo Buzz Télévision. Vous pouvez voir et revoir comme vous voudrez. Pour le reste, portez-vous bien, soutenez les FARDC et soutenez le président de la République sur cette guerre justement imposée. Alors, pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.